Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour évoquer la notion de genre littéraire. Nous allons essayer ensemble de comprendre ce qu'est un genre littéraire et quels sont les principaux genres littéraires. Ces définitions que nous allons essayer de construire, de cerner au mieux, ce sont des définitions qui peuvent vous être utiles quand vous abordez une œuvre ou bien quand vous abordez une dissertation, notamment dans la première partie de la dissertation, dans l'introduction, lorsqu'il faut commencer, que l'on vous demande de faire une amorce, une accroche et qu'on est toujours bien embêté pour trouver une idée. Partir du genre de l'œuvre dont on va parler, que l'on va évoquer, peut être évidemment une bonne idée. Un genre littéraire, c'est quoi? Eh bien, ce que l'on appelle en général un genre littéraire, c'est une catégorie que l'on propose artificiellement et qui permet de classer des productions littéraires, des œuvres, en fonction de leurs principaux aspects, de leurs principales caractéristiques esthétiques. Il s'ensuit que dire qu'une œuvre appartient à un genre revient à l'enfermer dans une catégorie, à l'inscrire dans une représentation plus ou moins stéréotypée qui va jouer sur les attentes que moi, lecteur, je vais avoir face à cette œuvre. Pour vous donner un exemple très simple, si je vous donne une pièce de théâtre en vous disant voilà une comédie, vous attendez un certain nombre de choses, des sourires, des quiproquos, des péripéties nombreuses. Si je vous dis au contraire voici une tragédie, vos attentes vont être forcément très différentes. La notion de genre littéraire n'est pas fixe, elle évolue évidemment à travers le temps puisque c'est une catégorie et que cette catégorie est tout à fait artificielle. Aujourd'hui, puisque c'est ce qui nous intéresse, on distingue principalement les genres narratifs, les genres poétiques, les genres théâtraux et les genres argumentatifs que l'on appelle aussi la littérature d'idées. Et l'on va commencer par s'intéresser au genre narratif. Quand on parle de genre narratif, on parle du roman principalement et de tous ses dérivés. Tous ses dérivés, c'est-à-dire la nouvelle, le conte, l'épopée, la biographie, l'autobiographie, etc. Toutes ces œuvres ont en commun de comporter un récit, c'est-à-dire une histoire que l'on raconte, qui est fondée sur un enchaînement de péripéties, d'actions, qui vont mettre en jeu un ou plusieurs personnages et le tout va se passer à l'intérieur d'un cadre spatio-temporel, spatio pour l'espace, temporel pour le temps, plus ou moins défini. Si l'on s'intéresse par exemple à la princesse de Clèves, il s'agit d'un récit de l'histoire d'un personnage principal et de quelques personnages secondaires qui se passent dans la cour française au XVIe siècle. Les récits, les genres narratifs font toujours intervenir la fiction, c'est-à-dire l'imagination, même lorsqu'il s'agit de témoignages ou d'autobiographies, et l'on va considérer, lorsque l'on est face à un genre narratif, qu'il y a toujours une réécriture, que même si j'essaie de raconter ma propre histoire, et que je me situe donc dans une littérature proche du réel, le fait même de raconter mon histoire va m'amener à la réécrire, à la réinventer en oubliant un certain nombre de détails, en amplifiant un certain nombre d'autres détails et puis en comblant les vides par l'imagination, parfois même en ayant le sentiment de raconter le réel. On peut écrire quelque chose de fiction, je pense en particulier aux souvenirs d'enfance qui peuvent être des souvenirs absolument reconstitués à partir d'autres récits que d'autres nous en ont fait. Voilà pour les genres narratifs. C'est en général ceux qui vous posent le moins de difficultés parce que c'est ceux que l'on fréquente depuis toujours lorsque l'on est enfant, lorsque l'on va à l'école. Deuxième genre, les genres poétiques. Longtemps, on a défini la poésie comme le vers, la strophe, les rimes, avec parfois même des formes fixes imposées comme le sonnet, vous connaissez, deux quatrains, deux tercets, la ballade, etc. Et puis au XIXe siècle arrive ce que l'on appelle le poème en prose, qui est un poème qui appartient donc au genre poétique, mais qui est écrit en prose, qui n'a donc pas de vers et qui n'a donc pas de rime, en tout cas sous la forme habituelle, traditionnelle de la rime. Il a donc fallu revoir la définition de la poésie. Et aujourd'hui, quand on parle de poésie, on considère qu'en général, une œuvre est une poésie, un poème,
lorsque celle-ci est ce que l'on appelle un ensemble autotélique. Le terme est un petit peu savant, un petit peu difficile, mais il désigne une réalité très simple. Ce que l'on appelle un poème, c'est un ensemble qui se suffit à lui-même. Et c'est ce qui va permettre de différencier un poème d'une prose poétique, c'est-à-dire d'un passage très poétique dans un roman. Pour vous donner un exemple très connu, Demain dès l'aube de Victor Hugo est un ensemble clos. Ce poème se suffit à lui-même, il appartient à un ensemble plus vaste qui est un recueil qui s'appelle Les Contemplations, mais il n'a pas besoin de cet ensemble auquel il appartient pour exister. Il a un sens en lui-même, c'est un ensemble clos, un ensemble donc autotélique. Au contraire, si vous lisez certaines pages des romans de Jean-Jacques Rousseau, vous découvrirez par moments des passages qui sont tout à fait poétiques. Pour autant, ces passages, je pense en particulier à ces rêveries que fait Rousseau lorsqu'il se promène, ces passages donc n'existent pas par eux-mêmes, ils font partie d'un ensemble qui est le roman et ils ont besoin de cet ensemble pour exister, puisque le personnage qui se promène entre dans un espace, le décrit de façon poétique puis poursuit son chemin. Donc nous ne sommes pas face à un poème, mais simplement à une prose poétique, à un roman poétique. Deuxième caractéristique de la poésie, c'est le fait que la forme, c'est-à-dire les mots qui ont été choisis, le rythme, la musicalité, les échos sonores, les sons qui se répètent, etc., sont au moins aussi importants que le sens qui est transmis. Il ne s'agit évidemment pas de prétendre qu'un poète ne se soucie pas de ce qu'il raconte et ne se soucie que de la façon dont il va le dire. Bien évidemment que les poètes ont des choses à dire tout autant que les romanciers, que les dramaturges, etc. Il ne s'agit pas non plus de supposer que les romanciers se fichent de la forme qu'ils donnent à leurs œuvres. Bien au contraire, la forme est souvent très travaillée. Mais il s'agit simplement d'une démarche différente, puisque pour le poète, la forme, l'œuvre d'art qu'il crée finalement, est aussi importante que le sens, le message que véhicule cette œuvre d'art. On peut le dire autrement, la poésie se caractérise par un usage de la langue qui va différer radicalement de l'usage courant. Et c'est pour ça que la poésie est un genre très différent des autres genres. L'ordre des mots dans la phrase va être très différent de celui du roman. Le choix des mots également va être extrêmement différent. Voilà donc pour ce qui va caractériser le genre poétique. On s'intéresse maintenant aux genres théâtraux. Pour évoquer le théâtre, on parle soit de genres théâtraux, soit de genre dramatique. Et ce genre dramatique va se caractériser par le fait qu'il est autant fait pour être lu que pour être joué. Et c'est important parce que cela suppose tout d'abord qu'il n'y a pas de narrateur. Le texte théâtral est exclusivement composé de paroles qui vont être dites et de didascalies qui sont des indications de mise en scène pour aider le metteur en scène, pour aider le comédien, mais pour aider également le lecteur à se figurer les scènes. Et deuxième caractéristique qui découle du fait que le genre dramatique est fait autant pour être lu que pour être joué, c'est le fait qu'il y a une énonciation particulière que l'on va appeler la double énonciation. La double énonciation, c'est le fait que chaque parole prononcée au théâtre a deux destinataires. Lorsque Jocaste, dans La machine infernale de Jean Cocteau, s'écrit « c'est du sang », elle s'adresse bien évidemment au personnage qui lui fait face, un jeune soldat, mais elle s'adresse aussi au lecteur, au spectateur, pour l'informer de ce qu'il y a du sang sur la scène que sans doute il ne peut pas voir. Cette énonciation particulière est une des caractéristiques du genre théâtral. On distingue au théâtre trois grands genres. Tout d'abord, la comédie qui se caractérise par un personnel du commun des hommes comme vous et moi, une intrigue domestique qui se passe donc à l'intérieur d'une famille entendue au sens large, c'est-à-dire d'un groupe humain assez restreint, et la comédie est toujours marquée par une réconciliation à la fin, réconciliation du groupe. Elle a un but, cette comédie, c'est de corriger les mœurs, c'est-à-dire de mettre en scène des défauts de comportement, de pensée, de moralité, de façon à montrer que ceux qui en font preuve sont punis. Il s'agit donc d'instruire d'une certaine façon le lecteur, le spectateur.
En face de la comédie se trouve le deuxième grand genre historique au théâtre, c'est-à-dire la tragédie. La tragédie, c'est un personnel noble. C'est une intrigue qui met en jeu plus que les personnages eux-mêmes, puisque les personnages sont nobles. Un mariage qui se fait ou qui ne se fait pas a beaucoup plus d'ampleur, beaucoup plus de résonance que dans la comédie où les personnages sont des hommes du commun, puisque si le roi se marie avec telle ou telle personne, cela peut évidemment changer la face du monde, changer la face de l'histoire. Et dans la tragédie, la fin est une punition infligée à l'un des personnages au moins. Ce personnage, il est puni en général parce qu'il a fait preuve d'hubris. L'hubris, c'est la démesure, c'est le fait de ne pas s'en tenir à ce qui est prévu pour soi, de se débattre contre son sort et de vouloir ce à quoi on n'a pas droit. Le but de la tragédie, ce n'est pas de corriger les mœurs, c'est-à-dire d'éduquer, mais c'est ce que l'on va appeler la catharsis. Alors, on est en réalité Aristote, qui le premier va utiliser ce terme, la catharsis. Le terme appartient au lexique médical, il s'agit de la purge des passions, et l'idée est de permettre au lecteur, au spectateur, en assistant à la mise en scène de passions dévorantes qui vont amener des personnages à leur perte, de calmer finalement les ardeurs de nos propres passions, des propres passions du lecteur, du spectateur. Et puis il y a un troisième genre, beaucoup plus récent, puisqu'il naît à peu près au XVIIIe siècle, qui est ce que l'on appelle le drame. Et le drame, c'est ce qui aujourd'hui envahit toute la scène théâtrale, et c'est un mélange entre tragédie et comédie. Cela peut être des personnages, alors si ce n'est noble, au moins très importants, qui vont être embarqués dans quelque chose qui ressemble à une comédie, ou bien cela peut être une tragédie qui met en scène des hommes du commun, ou bien une tragédie qui va finir bien et qui donc n'est plus une tragédie. Voilà donc pour le drame, ce genre à mi-chemin entre tragédie et comédie. J'en ai fini avec les genres théâtraux, je passe maintenant au genre argumentatif, ce que l'on appelle également la littérature d'idées. Les genres argumentatifs sont ceux qui vont verser dans l'argumentation. Et l'argumentation, c'est quoi? C'est le fait de produire un énoncé qui a pour but d'agir sur le destinataire pour l'amener à modifier ses pensées, ses actions, ses comportements, etc. Les genres argumentatifs sont donc des genres qui vont se donner comme principal objectif l'argumentation. On distingue principalement deux formes d'argumentation. La première, c'est l'argumentation directe dans laquelle un auteur expose et défend explicitement une thèse. Si je vous dis « il vous faut travailler pour réussir », je prends la parole en mon nom pour tenter de vous convaincre de quelque chose. C'est une argumentation directe, c'est celle que l'on trouve dans les essais, dans les discours, dans les éloges funéraires, dans les réquisitoires, ces discours qui condamnent quelque chose, dans les plaidoyers, ces discours qui défendent quelque chose, dans les manifestes, dans les préfaces d'œuvres, etc. L'autre grande forme d'argumentation, c'est l'argumentation indirecte, qui va passer par le recours à la fiction. Par exemple, dans les fables de La Fontaine, que vous connaissez tous, l'histoire racontée du corbeau et du renard est un apologue, c'est-à-dire un récit de fiction qui porte une argumentation. Cette argumentation, elle est indirecte dans la mesure où l'auteur ne prend pas la parole pour défendre explicitement sa thèse. Par contre, dans la fable, lorsqu'il y a une morale, la raison du plus fort est toujours la meilleure. Là, on tombe dans l'argumentation directe. Et vous voyez avec cette approche que je vous propose des genres argumentatifs que deux choses s'imposent. La première, c'est que de nombreuses œuvres qui appartiennent au genre argumentatif vont relever à la fois de l'argumentation directe et de l'argumentation indirecte. Et la deuxième chose que vous pouvez voir et que vous êtes peut-être en train de vous dire, c'est que un certain nombre de romans portent des messages, ont des argumentations, sont des argumentations indirectes. Et cela m'amène tout naturellement à la conclusion de cette vidéo. Et la conclusion de cette vidéo, elle vous amène à non pas nuancer, mais à être prudent avec la notion de genre. Tout d'abord, on se souvient que le genre, c'est un classement, une catégorie dans laquelle s'inscrit principalement une œuvre. Principalement, cela veut dire qu'une œuvre peut déborder de la catégorie dans laquelle elle s'inscrit. La deuxième chose que l'on retient, c'est que le genre d'une œuvre peut toujours être précisé par recours
à la notion de sous-genre. Un roman, par exemple, ça peut être un roman policier, un roman d'amour, un roman noir, un roman fantasy, etc. Et enfin, on retient, et c'est vraiment important, peu d'œuvres appartiennent purement à un genre. Et lorsqu'une œuvre emprunte visiblement et délibérément à plusieurs genres pour les marier, je pense en particulier au Mariage de Figaro de Beaumarchais, qui est une comédie, mais qui, dans le monologue de Figaro en particulier, peut aussi être considérée comme une comédie en marche vers le drame et qui, par certains aspects, peut comporter des petits poèmes. Alors on va parler de porosité générique. Quelque chose de poreux, c'est quelque chose qui se laisse pénétrer par une autre matière que lui-même. Le sol sur lequel vous reposez en ce moment, si vous versez une goutte d'eau et que la goutte d'eau pénètre dans le sol, il est poreux. On parle de porosité générique dans la mesure où une œuvre va emprunter à plusieurs genres. Voilà pour cette courte vidéo, voilà pour ce point. Évidemment rapide, donc évidemment incomplet, mais que j'espère toutefois utile sur la notion de genre littéraire. J'en ai terminé, il ne me reste donc qu'à vous souhaiter une excellente journée.